Bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume Bernard, je suis freelance en développement Android et effectivement je vais vous parler du data binding. Donc avant de parler de cette librairie, on va commencer par voir quel problème elle est censée résoudre. Donc j'imagine que vous avez tous entendu parler du modèle MVC, qui est un modèle d'architecture très classique utilisé dans la plupart des frameworks qui font de l'interface graphique. Donc le but c'est de séparer vos entités, votre projet en 3 entités. Le modèle qui contient vos données, la vue qui affiche les données à l'utilisateur, et le contrôleur dont le but est donc de manipuler le modèle pour remplir la vue. Le problème c'est que quand on essaye de faire ça dans Android, ça marche pas trop. Parce que l'activité, elle ne fait pas vraiment le rôle du contrôleur. Donc en fait, ce qu'on voudrait, ce qu'on se dit, c'est que la vue, ce serait normalement notre layout, notre fichier XML statique. Le modèle, ce serait nos objets Java classiques. Et l'activity devrait assumer le rôle du contrôleur, sauf que c'est pas vraiment ce qui se passe, parce que la vue, elle se suffit pas à elle-même. Et du coup, on se retrouve à faire toute la logique de la vue au sein de l'activity. En plus de ça, on a un autre problème, c'est que dans une activity, on a toujours des tas de trucs comme ça. Donc ça, c'est du boilerplate code, donc c'est nul à écrire, c'est pas très beau. Voilà, on aimerait bien avoir une méthode pour pas avoir tout ça à écrire et avoir des architectures propres sur Android. Donc il y a des solutions qui existent. Donc j'ai cité quelques librairies qui sont connues pour résoudre certains problèmes que je viens d'évoquer. Le problème, c'est que c'est des librairies third party, donc c'est pas des solutions officielles qui sont utilisées par tout le monde. Et voilà, donc il y a toujours le risque que la librairie soit pas maintenue ou soit pas très fonctionnelle. Et on aimerait bien avoir une solution vraiment officielle sur laquelle on se mette tous d'accord pour pouvoir résoudre ces problèmes d'architecture. C'est là qu'intervient la librairie de Google pour le data binding. Donc le data binding, c'est pas un processus qui est nouveau. Le but, en fait, ça se définit comme le fait de mapper les données de la vue, les données du modèle sur la vue et potentiellement inversement. Donc, par exemple, si vous faites un set texte sur une text view, c'est l'équivalent du data binding, mais vous le faites manuellement. Et le but du data binding, c'est de le faire automatiquement. Donc c'est pas un processus qui est nouveau, ça existe dans plein de frameworks. Mais il a parfois une mauvaise réputation parce que dans certains frameworks, il utilise la réflexion pour fonctionner, ce qui cause des problèmes de performance. Et il faut savoir que dans cette librairie, sur Android, elle a été prévue pour ne pas utiliser la réflexion et tout se passe au moment de la compilation pour qu'il n'y ait aucun problème de performance avec le data binding. Donc voilà, la librairie elle est constituée essentiellement de 2 composants, il y a l'observable et la vue. Et donc on va commencer par parler de l'observable, c'est le composant qui est totalement nouveau. Donc qu'est-ce que c'est un observable? C'est une classe qui va contenir des méthodes ou des variables qui sont bindable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir en fait les utiliser, on va pouvoir se binder sur ces méthodes. Donc ici on a un modèle user qui contient comme données deux strings, donc un prénom et un nom de famille. Et on voit que les 2 getters sont annotés bindable. Donc ça veut dire que voilà, on va pouvoir récupérer ça dans notre vue. Au niveau de la vue, le deuxième composant, donc là on a une vue classique comme on les utilisait jusqu'à maintenant. C'est un linear layout avec 2 text views, donc ça tombe bien, on voulait afficher 2 strings. Et maintenant voilà à quoi ça va ressembler. Donc il y a un petit peu plus de lignes, mais c'est assez simple à comprendre. En fait, on va encapsuler notre layout dans un tag qui s'appelle layout, donc ça tombe bien, c'est assez bien nommé, et on rajoute un tag data qui va contenir des variables. Donc vous voyez que la variable user, elle fait référence en fait à la classe que j'ai déclarée ici. Et comme ça, on va pouvoir appeler les méthodes de cet objet user directement au sein de la vue. Donc vous voyez dans les text view, bon, le pointeur il marche pas là, c'est un peu relou, mais vous voyez dans les text view, il y a app.text égale user.firstname. Donc en fait, user.firstname c'est getFirstName et ça appelle la valeur et en fait ça appelle un set text sur cette text view directement. Voilà, donc
pour faire fonctionner tout ça, il faut juste remplacer un petit truc dans l'activity. Au lieu de faire un setContentView, vous allez utiliser databindingutil.setContentView et vous lui passez en paramètre l'activity et le layout. Et donc ça vous retourne un objet de type activity_main_binding. Ce type, il est généré automatiquement. En fait, vous voyez que le nom de cette classe est le même que le nom du layout. En fait, si vous aviez votre layout qui s'appelait activity_toto, bah, ça aurait généré un objet de type activity_toto_binding. Et il contient les méthodes qui correspondent aux variables que vous avez déclarées ici. Donc si vous déclarez une variable user dans votre layout, l'objet généré il aura un set user. Et vous pouvez déclarer plusieurs variables ici. Donc il peut avoir plusieurs setters. Donc voilà, il suffit de faire ça et ça fonctionne. Et vous voyez que dans cet exemple, donc, qui est très très simple, mais c'est la totalité du code qu'on a besoin d'écrire dans l'activity. Donc on n'a pas utilisé d'ID dans nos vues, on n'a pas utilisé de findViewById, on n'a même pas de référence sur nos vues au sein de notre code. Donc c'est assez différent de ce dont on a l'habitude. Maintenant, dans une vraie application, on ne fait pas que faire des setText dans les TextView. Donc déjà, par exemple, on va peut-être avoir envie de changer une valeur. Donc par exemple, si mon utilisateur il a envie de changer de prénom, ben on se dit, voilà, je vais faire un setFirstName sur notre modèle, c'est assez classique, mais ça ne va pas suffire, parce que pour que le data binding fonctionne, il faut rajouter un petit quelque chose. Donc ici, on fait appel à la méthode de baseObservable qui s'appelle notifyPropertyChanged. Donc ça fait ce que ça dit, ça notifie à la vue qu'une propriété a changé et que toutes les vues qui font appel à cette propriété pour s'afficher vont devoir se mettre à jour. Et en paramètre, on lui donne un br.firstName. Donc br, en fait, c'est l'équivalent pour le data binding de la classe R pour vos ressources. Donc vous savez que dans votre projet Android, dès que vous déclarez une nouvelle ressource, ça va créer un indice dans la classe R. Ici, dès que vous déclarez une méthode bindable, ça va créer un indice dans la classe BR. Donc le getFirstName annoté bindable, il va créer un br.firstName. Si vous vous dites que faire un notifyPropertyChange, c'est vachement compliqué, parce que vous êtes un peu flemmard, vous avez la possibilité d'utiliser des observable fields. Donc en fait, observable field, ça permet de faire un objet, un wrapper en fait, autour d'un objet. Et à chaque fois que vous allez modifier sa valeur, et ben, la vue va automatiquement être mise à jour, donc ça va faire un notifyPropertyChange automatiquement. Donc l'inconvénient, c'est qu'en contrepartie, vous n'allez pas pouvoir décider à quel moment vous notifiez la vue que la valeur a changé. Ça peut arriver, ça arrive même relativement fréquemment dans certains cas d'usage, que vous vouliez changer une valeur, certes, mais pas forcément mettre à jour la vue automatiquement. Et avec ces méthodes-là, c'est pas du tout possible, ou alors il faut passer par des variables tampons, mais du coup ça complexifie la chose inutilement. Donc j'ai tendance à pas trop les utiliser. Après, dans des cas très, très simples, pourquoi pas. Mais voilà, vu que ça enlève des possibilités par rapport au notifyPropertyChanged, je les utilise pas trop. Après, voilà, à vous de voir. Donc voilà, jusqu'à maintenant, on a parlé de faire des setText sur des TextView, c'est cool. Mais on va peut-être aller un petit peu plus loin. Et en fait, comment ça marche derrière? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on fait dans la vue un app2.text et qu'on lui donne en paramètre une méthode qui retourne une string, en fait, ça appelle un setText sur la TextView. En fait, tous les setters de toutes les vues qui existent vont avoir un équivalent dans le layout directement. Donc, par exemple, si vous voulez faire un setImageBitmap, bah, ça revient à faire un imageBitmap et appeler un getter qui retourne une bitmap. Pareil pour setProgress, pareil pour les couleurs et pareil aussi pour les listeners. Si vous voulez mettre des click listeners sur vos vues, vous allez utiliser le même principe. Donc voilà, en fait, toutes les méthodes set quelque chose sur les vues qui prennent un paramètre ont un équivalent directement dans le layout. Et pareil pour vos custom views, dès que vous créez une méthode set quelque chose dans vos custom views, vous pouvez directement l'utiliser dans le data binding. Après, parfois, on a besoin de faire quelque chose de plus complexe que juste faire un set quelque chose sur une vue, et c'est là qu'on va utiliser les binding adapters. Donc les binding adapters, c'est un peu de la magie en fait. Ça nous permet
enfin un binding adapter, c'est une méthode statique qui est annotée, binding adapter, et on lui donne un nom. Donc ce nom, on va pouvoir l'utiliser dans la vue. Donc vous voyez en bas, là je déclare un binding adapter image URL, et on le retrouve dans l'image view, on va pouvoir appeler app image URL. Et cet exemple-là, en fait, permet de remplir une vue à partir d'une URL. Donc en fait, le binding adapter, c'est vraiment ce qui va permettre d'étendre vos vues sans avoir à faire de l'héritage, par exemple. Vous pouvez rajouter en quelque sorte des méthodes à toutes vos vues sans avoir vraiment à toucher à la classe qui existe. Donc vous voyez qu'en paramètre, chaque binding adapter prend une vue et un ou plusieurs paramètres. Donc je vous donnerai tout à l'heure un exemple où il y a plusieurs paramètres dans le binding adapter. Mais par exemple, là on pourrait décider, comme on utilise Glide pour charger l'URL, on pourrait utiliser Picasso aussi, si vous ne connaissez pas Glide, c'est pareil. On pourrait vouloir mettre un drawable pour le cas où il y a eu une erreur dans le chargement, et donc on pourrait vouloir rajouter un paramètre. Et dans ce cas-là, en fait, on aurait besoin de mettre en plus de app.imageURL, quelque chose comme app.error drawable et appeler un getter de l'observable qui retourne un drawable. Et voilà, par exemple, comme cas d'usage qu'on peut trouver, c'est modifier la fonte d'une TextView. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, mais vous ne pouvez pas le faire facilement sans étendre votre TextView en fait, ou alors vous allez devoir ajouter des méthodes partout dans votre code, et c'est pas très joli à faire. Alors qu'ici, vous allez écrire un binding adapter une fois dans votre vie, qui va changer la typeface de votre TextView, et c'est fini, quoi. Vous pourrez utiliser la méthode partout dans tous vos codes. Dans la vue, au-delà d'appeler des getters d'un observable, vous allez pouvoir faire un peu plus de choses. Donc en fait, il y a un markup langage assez complexe, assez complet en tout cas, qui permet d'utiliser des opérateurs et de faire pas mal de choses. Notamment ici, on caste un entier en string. On peut faire des opérations ternaires pour gérer la visibilité, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses dans la vue, pas juste appeler des getters, mais c'est pas trop recommandé de le faire. Même les gens qui ont écrit cette librairie, ils ne conseillent pas d'écrire trop de logique au sein de votre layout. Par contre, voilà, pour faire des castes ou des petites vérifications booléennes, si ça peut vous éviter d'écrire une méthode très très courte dans votre observable, ça peut servir, mais ne mettez pas de logique parce que ça va être difficile à débugger, difficile à maintenir, et voilà, utilisez-le avec parcimonie. Donc voilà, maintenant je voudrais faire un petit point sur l'architecture que ça va donner dans vos applications. Donc en fait là, dans l'exemple que j'ai donné, l'observable, c'était la classe user, donc c'était le modèle de données en fait. Là ça marche parce que c'était un cas très très simple, mais dans les faits, c'est pas la meilleure façon de faire. En fait, c'est l'histoire de la composition contre l'héritage. Il vaut mieux avoir une classe qui va contenir votre modèle de données et hériter de base observable plutôt qu'une classe qui est votre modèle de données et qui hérite de base observable. Et donc cette classe-là, on l'appelle le viewModel. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà. Donc ouais, ça correspond à une architecture MVVM, donc modèle viewModel. Donc le but du viewModel, en fait, c'est assez bien nommé, c'est de mapper les données du modèle sur la vue. Donc le viewModel contient une référence sur votre modèle et va extraire les données du modèle que vous voulez envoyer à la vue, notamment par exemple en les formatant. Et quel est le rôle maintenant de l'Activity? Bon, l'Activity a vraiment le rôle d'un contrôleur dans une application, c'est-à-dire qu'il ne fait plus du tout vraiment d'interface graphique. Le rôle, c'est de manipuler les modèles de données et de les donner au viewModel. Donc l'Activity, elle va s'interfacer avec vos API, vos services, vos bases de données, et elle va juste donner tout ça à votre viewModel. Donc voilà, maintenant je voulais vous donner un petit exemple d'application. J'espère que ça va marcher. Donc c'est une petite application que j'ai développée très rapidement, juste pour vous donner l'idée du code que ça donne. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble. Si Internet. Yes. Donc voilà, on va charger une liste. Depuis, en l'occurrence, l'API que j'utilise, c'est Beta Série. C'est la liste des épisodes de toutes les séries télé qui vont sortir dans les 8 jours à venir.
Donc voilà, vous voyez que l'interface graphique, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est juste pour la démo. Il y a un swipe to refresh et il y a une progress bar le temps que ça se charge la première fois. Et donc voici le code, c'est bon, vous voyez, voici le code qui a permis d'écrire cette application. Donc là on a la vue de l'activity. Comme je vous disais, une progress bar, un swipe to refresh et une recycler view. Et voici l'activity de cette application. Donc je vous ai pas menti, hein, il n'y a plus rien du tout qui concerne l'interface graphique dans l'activity. Donc là on a ce dont je vous parlais tout à l'heure, le data binding utile pour faire un set content view. Et ici on crée notre observable qui est donc un view model. Le modèle qui va prendre en paramètre c'est un adapteur puisque au final notre view c'est principalement une recycler view. Et la seule méthode en fait qu'on a vraiment, c'est ce qui va faire un call à l'API et qui va ensuite donner le modèle de données récupéré à l'observable. Donc si on regarde notre observable, bon, les noms sont très génériques pour une vraie application. J'espère que vous appellerez vos classes de manière un peu plus claire. Mais cet observable, je l'ai un petit peu trop généralisé. En fait, il est utilisable avec n'importe quel modèle de données. Donc dès que vous aurez des vues qui ressemblent un peu à ça, qui affichent un modèle de données, vous pourrez l'utiliser. Mais voilà, après il est possible de faire un observable un peu plus simple qui est conscient du modèle de données qu'il a affiché. Bref, donc qu'est-ce qui contient au final notre observable? Il a un booléen qui lui dit si la vue a été chargée pour une première fois, si la liste a été chargée la première fois. Là, ce booléen, c'est pour savoir si la liste qu'on vient de récupérer vient d'un refresh ou vient d'un premier chargement. Ça, c'est l'adapteur. Et ça, c'est pour savoir si le swipe to refresh est en train de charger. Et donc ça, c'est un listener qui va rediriger vers l'activity quand on a un swipe to refresh pour faire un call à l'API. Donc quand on appelle notre set list, donc c'est la première chose qui va vraiment se passer au sein de l'observable, on va modifier les variables. Voilà, il se fait d'égal à true, donc c'est vrai, la vue est nourrie. Et du coup, dans notre layout, on voit qu'en fait, la visibility de la progress bar est dépendante de la variable fed de l'observable. Donc ça, c'est un binding adapter que j'ai écrit, pop visible, pour pouvoir animer légèrement la visibilité de la vue et pas juste la cacher de manière brute. Et ensuite, voilà, swipe refreshing égale à false. Donc si jamais la setlist a été appelée depuis un swipe to refresh, on va mettre ça à false pour pouvoir, dans notre swipe refresh layout, cacher ici le petit int loader. Donc refresh int, c'est un observable qui est juste là. Vous voyez, en fait, c'est juste voilà, je prends en paramètre un swipe refresh layout et je lui dis bah, c'est bon, tu te refresh ou c'est bon, tu te refresh plus. Maintenant, en ce qui concerne la recycler view, il y a un petit peu plus d'animation qui se passe parce que je voulais, si vous avez remarqué, je voulais que la première fois que la liste se charge, il y ait une petite animation. Allez. Une petite animation de slide depuis le bas jusqu'en haut. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, il fallait prendre en compte le fait que la première fois qu'on fait un setlist, on va devoir faire cette animation, mais quand ça vient d'un refresh du swipe layout, on va pas le vouloir. Donc, ce que j'ai fait, c'est principalement pour vous montrer les binding adapters qui prennent deux paramètres. Mais après, il y a des manières peut-être un peu plus propres de le faire, mais bon, c'est pas grave. C'était pour l'exemple. Donc voilà, il prend deux paramètres en fait. Ils font est-ce que la vue doit être visible et est-ce que la vue est visible depuis un rafraîchissement. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que dans le setlist, à chaque fois, je notifie la propriété fed, alors qu'en fait, j'aurais pu juste la notifier la première fois et j'aurais pas eu besoin de faire ce binding adapter, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, voilà à peu près pour le fonctionnement de cette partie de la vue. Maintenant, la partie peut-être plus intéressante et dont j'ai pas du tout parlé, c'est la recycler view.
Donc dans une recycler view, ici on a le layout d'un item, donc c'est 4 text view qui affichent juste des données. Il n'y a pas grand chose au niveau data binding, mais là où ça va être intéressant, c'est dans l'adapteur, parce qu'on peut aussi utiliser l'équivalent de ce qu'on fait dans l'activity pour inflater une vue au sein d'un adapteur, donc dans le onCreateViewHolder. Et le truc qui est très sympa, c'est que du coup, nos viewholders, on n'a plus besoin de faire grand chose dedans, puisque si vous avez déjà écrit des viewholders, vous savez qu'en fait le principe c'est juste de faire des findViewById pour récupérer toutes nos références. Et justement le data binding, le but c'est de plus du tout utiliser de findViewById. Et du coup qu'est-ce que ça donne? Et bien voilà à quoi ressemble un viewholder que vous pourrez utiliser pour tous vos adapteurs des recycler view qui utilisent le data binding. En fait, vous prenez un view data binding, donc c'est l'objet c'est l'objet sur lequel on va mettre nos observables, c'est ce truc-là en fait. Vous prenez ça en template et puis c'est tout quoi. Et une fois que vous êtes dans le onBind viewholder, et ben vous n'avez plus qu'à mettre vos variables, donc vos view models, vous les setez et c'est tout. Et finalement, le view model, voilà ce qu'il contient. Donc il a une référence, comme je vous le disais, sur le modèle, qui est un objet épisode. Donc il a un setter qui notifie que la propriété a changé. Et en fait, comme c'est pas un objet très complexe, de toute façon, on n'a pas besoin de grand chose. Il y a juste un getter sur le modèle pour pouvoir l'utiliser directement dans notre vue. Donc ici, par exemple, bon, les noms, voilà, ils sont encore un peu pourris, mais on récupère l'objet. Ça en fait, c'est le view model et ça, c'est le modèle. Et on récupère le titre. Ici on récupère le code, donc c'est par exemple saison 1, épisode 1. Ici on récupère le titre de la série. Et le seul truc où on passe pas par le modèle, c'est ça, c'est en fait pour récupérer la date de diffusion. Vu que la date au sein du modèle épisode, c'est une date pas formatée et un peu dégueulasse, j'ai écrit une méthode dans mon vieux modèle qui va formater la date pour la donner à la vue de manière lisible. Donc c'est ça principalement le but du viewModel en fait, c'est de transformer les données brutes du modèle pour les donner à la vue. Voilà pour l'exemple, j'espère que c'était compréhensible. Tac. Donc on va continuer et on va parler des limitations. Donc voilà, depuis tout à l'heure j'essaye de vous convaincre que le data binding c'est cool. C'est pas évident, il y en a qui sont vraiment pas faciles à convaincre. C'est vraiment bien en termes d'architecture, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, notre activity elle est presque vide. Tout est bien séparé au final, donc c'est vraiment le problème qu'on voulait résoudre à la base. Maintenant le problème à l'heure actuelle c'est l'intégration à l'IDE, donc c'est encore une librairie qui est en bêta, donc tout ne marche pas à merveille sur Android Studio. C'est pas très grave, c'est pas gênant, vous pouvez toujours compiler, mais voilà, vous allez avoir des messages d'erreur bizarres qui sortent de n'importe où, et les messages d'erreur au compile time vont pas être toujours très compréhensibles. Maintenant, en général, comme vous n'êtes pas censé écrire trop de logique dans vos layouts, ben, c'est pas très grave, ça devrait être facile à voir où est-ce que vous êtes planté. Il n'y a pas non plus d'autocomplétion dans le layout. Encore une fois, c'est pas grave puisque vous n'êtes pas censé y écrire de logique. Et non, vraiment la grosse limitation, c'est que Jake Wharton, notre dieu à tous, eh ben, il n'aime pas du tout le data binding. Donc en fait, voilà, il a par exemple tweeté ça. Il dit voilà, le data binding, c'est les fragments de 2015. Donc quand on sait à quel point il aime les fragments, on comprend que c'est pas un compliment. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même Jake Wharton, c'est lui qui écrit la librairie Butterknife, qui a essentiellement le même but que la librairie de data binding. Donc je ne sais pas si son avis est complètement objectif sur la question, mais voilà, moi je me dis de pas quand même trop suivre son avis et de tester par vous-même cette bibliothèque qui, si elle arrive à s'imposer vraiment dans le framework Android et à devenir quelque chose de classique, bah, va pouvoir vraiment améliorer l'architecture de toutes les applications Android qui existent. En tout cas pour les personnes pour les équipes de développeurs qui n'ont pas
de gros process en termes d'architecture dans leur code et qui font ça vraiment à la barbare comme quasiment tout le monde fait, hein, faut pas déconner. Ça permet vraiment d'avoir un code structuré sans avoir trop à y réfléchir en fait. Et il y a, pour le moment, en termes de scalabilité, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait une appli beaucoup plus complexe que celle que je vous ai présentée avec que du data binding, avec beaucoup d'animations et des choses comme ça. Et ça c'est toujours, voilà, je trouve ça même plus facile à maintenir. C'est même le but, hein, c'est beaucoup plus facile à maintenir et à scaler que quand on n'utilise pas cette librairie. Donc bon, c'était un peu rapide, hein, mais voilà, c'est à peu près tout pour moi. Donc j'espère que... Merci. Voilà. J'espère que vous avez des questions ou que vous avez faim. La question, c'est juste, est-ce que le sample app il est disponible en GitHub? L'application que j'ai développée moi? Oui, oui. Pas encore, mais ça peut se faire. Je peux la mettre sur GitHub dans la journée et je posterai sur Twitter le lien. Ok, merci. J'en prie. Bonjour, j'ai une petite question au niveau... par exemple, j'ai du traitement long à effectuer sur mes objets. T'es où? Attends, t'es où? Ok. J'ai du traitement long à effectuer sur mes objets, donc j'ai une liste d'utilisateurs. Je fais mon traitement, mais je dois le faire en background. Comment la gestion des threads est effectuée? La gestion des threads? Ouais. Alors j'ai pas compris le reste de ta question, mais en ce qui concerne la gestion des threads, en fait, quand vous faites un notify property changed, c'est thread safe. Vous pouvez le faire de n'importe où. Et c'est le framework qui va se charger de mettre à jour la vue au bon moment. D'accord. Ça répond à ta question? Oui. Ok, super. Bonjour. T'es où? Ici. Ok, j'ai les spots dans la tête. Donc, En fait, moi, la lib, j'avais commencé à l'utiliser quand elle est sortie, mais il n'y avait pas encore beaucoup de documentation et j'avais rapidement rencontré le problème des unclicks sur les recyclers view. De pouvoir mettre un unclick sur chaque élément. Ouais. Du coup, comment ça se passe maintenant? Ça a évolué là-dessus ou... En termes de doc? En termes de doc et en termes de comment on fait. Alors, pour mettre un click sur un recycler view, tu mets un click listener sur l'observable que tu vas mettre dans ton adapteur, je pense. Ça me paraît assez simple. Et en termes de doc, alors je trouve que il y a un guide qui a été publié par Google, je ne sais pas si tu l'avais vu au moment où tu as testé, mais il est pas mal complet, vraiment, il y a des exemples un peu sur tout. Après, le problème, c'est qu'elle n'est pas encore méga utilisée, cette librairie, et que voilà, si tu as des questions qui sortent du guide, effectivement, tu vas peut-être pas tout de suite trouver une réponse. En tout cas, il n'y a pas trop d'exemples sur tout ça, mais c'est relativement facile à utiliser quand même. Donc moi, j'ai pas eu trop de soucis. Quand je me suis posé des questions, bon, c'est vrai que je me suis creusé la tête quelques fois, mais on trouve facilement une réponse, même si on se demande parfois si c'est la meilleure réponse. Mais, voilà, je pense qu'il faut que la communauté qui l'utilise grandisse un peu, et ça sera bien. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que si par exemple je fais une application de formulaire, je pourrais, avec data binding, récupérer automatiquement ce que l'utilisateur a rentré et l'avoir directement dans mon modèle pour l'utiliser? Ouais, alors tu peux attacher je sais pas, un text change listener ou je sais pas quoi sur ta text view, et ton observable, ton view model va être notifié automatiquement et tu pourras faire un notify property change pour directement afficher la différence dans une text view. Il y a pas mal d'exemples qui circulent comme ça, où effectivement il y a un edit text, où par exemple tu dois rentrer ton prénom, et juste en dessous il y a une text view qui appelle bonjour, je m'appelle machin, et dès que tu modifies avec le clavier ton edit text, ça modifie automatiquement la text view. C'est le cas d'usage qui montre bien comment ça marche. Je voulais savoir en fait s'il y avait des impacts sur les performances en fait, de rendering, des choses comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit en fait, mais le fait d'utiliser le data binding, c'est a priori plus performant que le find view by ID.
parce que le find view by ID, en fait, il fait la visite de toute votre view hiérarchie à chaque fois que vous l'appelez, alors que le data binding, je ne sais pas trop comment ça marche, je n'ai pas creusé, mais a priori, c'est plus performant. Après, en termes de performance en utilisation, donc pas juste à l'initialisation, j'avoue que je ne sais pas vraiment, je ne vais pas te bullshiter là-dessus, mais j'ai pas observé de problème en tout cas. Ok, merci. Tu peux par exemple notifier des vues dans des threads pour faire des animations et il n'y a pas de problème visible dans ce que j'ai fait. Ça a été intégré. Ouais, pardon. Ouais. Ça a été intégré avec M, il n'y a pas de problème de rétrocompatibilité qui sont connus déjà ou en dessous KitKat? Parce qu'en général, c'est en dessous KitKat. C'est en fait, c'est un plugin Gradle pour l'utiliser. Je crois que c'est utilisable depuis 7, vers la version 7. Donc ouais, je pense que tu peux y aller tranquillement. Ok, merci. Est-ce que le plugin actuellement est encore en... Ici. Actuellement, c'est encore en bêta. Est-ce qu'on a une date de sortie annoncée ou pas? Parce que, si on a une application de prod, mais on va lui mal utiliser une librairie en bêta en fait. Ouais, alors c'est en bêta. À la base, c'était censé être avec la release Marshmallow, et finalement non. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'ils ont l'air de dire qu'elle est bonne à utiliser en prod, quoi. Enfin, bon, c'est ce que j'ai fait en tout cas, donc j'espère que c'est le cas. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas d'annonce sur la release officielle, mais vas-y, utilise-la quand même. Salut. Moi j'ai une question, une remarque. Question, est-ce qu'on aura le two-way binding? Pardon? Est-ce qu'on aura le... le two-way binding. Ouais. En fait, tu peux le faire. C'est-à-dire, si par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, tu veux modifier ton modèle de données à chaque fois qu'un edit texte change, tu as juste à rajouter à la main, certes, un watcher sur ton texte. Mais voilà, c'est l'équivalent du two-way binding. Par contre, ça ne se fera pas automatiquement. Deuxième point, c'est plus une remarque. Pourquoi je suis un peu critique du data binding? Parce que ça me rappelle un peu le GSTL tag qu'on avait en JSP, en Java EE en fait. Et toute la philosophie du MVM et du MVP, c'est d'écrire une couche graphique qui est un peu fine. Donc il n'y a pas de logique, donc on n'a pas à tester le UI. Et j'ai l'impression qu'on essaie avec cette librairie de mixer, d'introduire un peu plus de logique dans le UI en fait, layer. Plus le fait qu'on n'a pas vraiment du two-way binding qui marche automatiquement. C'est pour ça peut-être les gens sont un peu critiques de cette librairie pour le moment. Mais bon. Ouais, le coup de la logique dans le code, c'est l'un des arguments principaux de Jack Wharton par exemple. Mais on est tous d'accord là-dessus, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas écrire de logique dans le code. Maintenant on peut le faire, c'est cool parce que ça permet de faire pour faire des casts ou des trucs comme ça, ce serait pas marrant de devoir écrire une méthode juste pour ça. Mais non, sinon on est d'accord pour ne pas écrire de logique dans le code. Pardon? Oui, dans la vue, pardon, désolé. Pas écrire de logique dans la vue. Ouais, du coup, si vous écrivez pas de logique dans le code, ça va être chaud. Voilà, je sais plus, tu avais un deuxième argument, je sais plus. Non, mais oui, pour le two-way data binding, ouais, après tous les frameworks le font pas, quoi. Donc, je pense que ça demanderait trop de modifications au framework tel qu'il est actuellement. C'est bon? Merci.